Livrons-nous à un exercice un peu masochiste, celui de nous replonger dans nos analyses de l'impact économique de la pandémie il y a un peu plus d'un an. Que disent nos erreurs sur la pertinence de nos grilles d'analyse? Ce n'est pas sur la donne sanitaire, par nature incomplète, que je souhaite m'attarder, le risque de vagues multiples n'existait alors que comme une menace floue, mais bien davantage sur nos faiblesses de raisonnement. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle nous prenons conscience de l'ampleur de la crise, tout autant que de celle de la riposte publique destinée à maintenir, quoi qu'il en coûte, les revenus des ménages et des entreprises. Dès les premières semaines, il ne fait aucun doute sur le fait que ce choc est inédit par son échelle géographique et par sa durée, notamment du fait du manque d'homogénéité et de radicalité des réponses sanitaires nationales. Il est clair surtout que les restrictions dans tous les secteurs qui engagent de la promiscuité s'étireront dans le temps. Et la conscience qu'une énorme épargne forcée est en train de se constituer, que nous évaluons à la mi-avril 2020 à 80 milliards, est déjà présente, ainsi que la possibilité d'une immunité de la finance dans un contexte de taux zéro renforcé. Bref, si nous parlons alors d'incertitude radicale, la vérité est au contraire que nous disposions de beaucoup d'éléments pour raisonner, au moins du point de vue qualitatif, cette crise. La comparaison avec mai 68 est la première qui surgit pour tenter quelques analogies. Un épisode catastrophique pour les patrons au moment de la tourmente qui vire à l'euphorie consumériste une fois l'épisode passé. L'intuition d'une issue paradoxale est donc là. Comme en témoigne un petit exercice de scénario rose en mai, soulignant les ressorts microéconomiques mésestimés par la macro et la possibilité d'un surajustement des politiques de relance. Et pourtant, en dépit de tout cela, nos raisonnements sont happés par le rouleau compresseur de la macroéconomie. Après le choc, il y aura un rebond technique, mais pas de vraie dynamique de reprise, avec une accumulation d'arguments imparables. 1. La crise laisse une trace sur le revenu des ménages. 2. La dette et les dépenses différées des entreprises ne peuvent que conduire à une compression des charges et de l'investissement. 3. Les secteurs lourds de l'automobile et de l'aéronautique en panne durable et l'absence de synchronisation des pays vont pénaliser durablement le commerce international. 4. Une vague de faillites et de destruction d'emplois est devant nous. Bref, la réponse publique ne peut que temporiser les choses, mais la catastrophe, amortie à court terme, va se transformer en poison lent. Moins de revenus égale moins de consommation, moins d'investissement, moins de croissance, moins d'emplois, etc. Nous ne connaissons pas encore l'issue complète de l'histoire, bien sûr, mais à ce stade, nos biais d'analyse sont déjà manifestes. Le premier, c'est notre incrédulité à l'égard de l'efficacité des politiques budgétaires. Presque partout, les plans de soutien sont massifs, incroyablement rapides, notamment dans les économies leaders. Nous sommes donc face au plus gros effort de relance synchrone que le monde ait connu. Et partout, bien au-delà de la France, le revenu des ménages a été sauvegardé, et même mieux. La cicatrice prévue sur le pouvoir d'achat n'a pas l'ampleur attendue. Or, des plans de relance massifs et synchrones, cela veut dire des effets multiplicateurs élevés que nous n'intégrons pas pleinement. Le second biais, c'est cette idée récurrente que les problèmes de trésorerie sont imminents et vont provoquer une vague de faillites et de chômage. Que l'aisance constatée est illusoire, surtout si la crise s'étire. Or, ce n'est pas ce qui se dessine à ce jour. Les entreprises ont des réserves de cash qui sont à la hauteur des dettes et des charges différées à venir. Le psychodrame de l'étranglement financier programmé est moins certain aujourd'hui qu'hier. Le troisième biais, c'est notre pessimisme sur le commerce international de biens. Or, les échanges surplombent en février de 5,4% leur niveau d'avant-crise. Le pouvoir d'achat des ménages s'est fixé sur les biens à défaut de pouvoir se fixer sur les services. Et l'industrie récupère plus vite et plus fort que prévu. Quatrième biais, c'est notre pessimisme sur les effets de rattrapage. Ils se sont avérés justes concernant l'industrie. En revanche, le credo selon lequel les services ne peuvent rattraper la production perdue risque d'être démenti par le fait que les capacités sont bien plus rapidement et facilement extensibles et adaptables pour répondre aux rushs et aux nouveaux besoins qui surgiront après des mois de frustration. Tout cela dessine un tableau macroéconomique moins noir qu'attendu,
qui disposent de réserves pour se relancer en dépit de la durée de la crise. Mais le principal biais d'analyse réside d'abord et surtout sur ce que la macroéconomie nous voile, l'énergie d'adaptation des acteurs privés et notamment des entreprises. Les entreprises ont su accommoder les contraintes de distanciation, les nouveaux modes d'organisation d'une façon bien plus agile que nous ne pouvions le supposer. Se repositionner sur les créneaux porteurs du façonnage pharmaceutique, des services informatiques, des nouvelles mobilités, etc. Reconfigurer leurs circuits de distribution, vente à distance, click and collect, réduisant considérablement les effets des confinements successifs. Leur investissement s'est bien moins dégradé que prévu pour répondre notamment aux enjeux digitaux. Et en définitive, ce que révèle cette lecture rétrospective, c'est un double défaut de confiance. Défaut de confiance dans les ressorts de relance keynésien et défaut de confiance dans l'agilité microéconomique.